Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un sujet assez préoccupant, la dette nationale américaine. Les analyses qu'on a consultées, elles dressent un portrait quand même assez critique de la situation budgétaire là-bas. En gros, les dépenses dépassent largement les recettes et la dette, elle atteint des niveaux historiques de la taille de l'économie entière. Alors, notre idée aujourd'hui, c'est pas tant de débattre des solutions, hein. Faut-il augmenter les impôts, couper les dépenses ou un mix des deux? Ça, c'est un autre débat. Non, on va plutôt explorer ensemble ce que les experts disent sur les conséquences potentielles si rien ne change vraiment. On va regarder ça sous trois angles principaux. D'abord les marchés financiers, ensuite l'économie, on va dire, réelle, et enfin les implications à l'international. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de dette, elle n'est pas nouvelle aux États-Unis, elle remonte à 1776. Mais on n'a jamais vraiment atteint de point de bascule critique, enfin, jusqu'à maintenant peut-être. Il y a bien eu une petite période d'excédent, vous savez, à la fin des années 90. Robert Rubin, qui était secrétaire au Trésor sous Clinton, le rappelle. C'était le résultat de choix difficiles, mais bon, cet équilibre n'a pas tenu longtemps. D'accord. Et qu'est-ce qui explique cette dégradation rapide depuis alors, d'après les sources? C'est un cumul de facteurs en fait. On a eu plusieurs vagues de réduction d'impôts, des guerres très coûteuses, je pense à l'Irak, l'Afghanistan, Oui. la crise financière de 2008, et puis bien sûr, la pandémie plus récemment. Les analyses qu'on a vues, elles suggèrent une répartition assez équilibrée des causes. C'est-à-dire? Environ un tiers viendrait des baisses d'impôts successives, un autre tiers des augmentations de dépenses, et le dernier tiers des réponses aux urgences comme la crise ou la pandémie. D'ailleurs, Ken Smethers, de l'université de Wharton, il souligne bien que ces urgences, c'est, en théorie du moins, le seul moment où un endettement massif pourrait vraiment se justifier. Ce qui est assez frappant, c'est que ce même Smathers, son modèle prédit carrément un risque, un potentiel effondrement des marchés obligataires. D'ici 20 ans si rien ne bouge. Ça fait réfléchir. Absolument. C'est plus juste une vague inquiétude. Et même si, techniquement, les États-Unis pourraient imprimer de la monnaie pour payer, on sait ce que ça donne. Hmm. Une inflation massive, une perte de valeur du dollar. On a vu ça ailleurs. Exactement. Et Ray Dalio, lui, il est encore plus direct. Il estime qu'il y a plus de 50% de chances d'avoir un traumatisme financier d'ici 3 ans environ. 3 ans? Bouffe, carrément. Oui, à cause d'un déséquilibre qu'il voit grandir entre l'offre de dette américaine, qui est énorme, et la demande des investisseurs, qui pourrait faiblir. Ah oui, d'où cette fameuse inquiétude des marchés, les bandes vigilantes, c'est ça? Ces investisseurs qui se mettent à exiger des taux d'intérêt plus élevés. C'est tout à fait ça. Le terme a été popularisé par Ed Yardeni dans les années 80. Ce sont ces acteurs de marché qui, en quelque sorte, sanctionnent les gouvernements qu'ils jugent trop laxistes sur le plan budgétaire ou inflationniste. En demandant plus pour prêter leur argent. Voilà. Ils exigent des taux plus élevés pour compenser le risque perçu. On a vu un exemple très rapide au Royaume-Uni en 2022, après les annonces de l'Istrus sur les baisses d'impôts. La confiance peut s'évaporer très vite. D'accord. Et pour les États-Unis aujourd'hui, ce risque est réel? Disons que même les gros acteurs, comme PIMCO, un géant de l'investissement obligataire, jugent le risque de crise immédiate assez faible pour l'instant. Mais, et c'est important, ils disent quand même qu'ils diversifient leurs actifs hors des bons du Trésor américain à long terme, par précaution. Et ils exigent une prime de terme plus élevée, c'est-à-dire une compensation supplémentaire pour le risque qu'ils prennent en détenant cette dette sur le long terme. Parce que les investisseurs sont plus méfiants, ça veut dire que le gouvernement américain paye plus cher pour emprunter. Quelles sont les conséquences là pour l'économie de tous les jours? Eh bien, des conséquences très directes. Rien que cette année, les paiements d'intérêt sur la dette devraient frôler les 1000 milliards de dollars. C'est colossal. 1000 milliards. Juste pour payer les intérêts. Oui. Et le CBO, le Congressional Budget Office, qui est l'organisme indépendant qui fait les prévisions budgétaires, anticipe que ce poste de dépense va bientôt dépasser celui de la défense nationale. Incroyable. Et même potentiellement les dépenses pour Medicare ou Medicaid, les grands programmes de santé. Du coup, cet argent qui part en intérêt, il n'est plus disponible pour autre chose, j'imagine. Mais voilà, c'est exactement ça. Ça évince les autres priorités budgétaires, que ce soit des réductions d'impôts, des investissements dans les infrastructures, l'éducation ou même le financement des programmes sociaux ou de l'armée. Ça freine l'économie en quelque sorte. Oui, ça pèse sur la croissance potentielle. Et ça limite aussi la capacité du gouvernement à répondre à de futures crises. On peut difficilement utiliser la dette pour résoudre un problème, quand le problème c'est déjà la dette. Kayla Scanlon, une analyste, souligne aussi le risque pour les jeunes générations. Elles pourraient se retrouver à payer pour les prestations des générations précédentes sans être sûres d'avoir accès à la même sécurité sociale ou à Medicare plus tard. C'est une question d'équité intergénérationnelle en fait.
Tout à fait. Et au niveau international, ça joue aussi. Vous parliez de la défense. L'amiral Mullen, il y a une dizaine d'années, avait dit que la dette était la plus grande menace pour la sécurité nationale. C'est toujours d'actualité, non? C'est un point qui revient dans plusieurs analyses, oui. Le fait que les intérêts de la dette dépassent bientôt le budget de la défense, pour certains analystes comme Niall Ferguson, c'est un signe de faiblesse objective pour une superpuissance. Surtout face à des rivaux. Exactement. Face à des pays comme la Chine ou la Russie qui, eux, voient bien cette dette comme une vulnérabilité potentielle des États-Unis. Et justement, en parlant de la Chine et du Japon aussi, ils détiennent une part non négligeable de cette dette américaine. Ça représente un risque supplémentaire, ça. C'est une question complexe. La Chine détient quelque chose comme 800 milliards de dollars, le Japon un peu plus, autour de 1000 milliards. Alors, un dumping massif, c'est-à-dire qu'ils vendraient tout d'un coup, c'est assez peu probable. Ça leur coûterait cher à eux aussi. Ça ferait chuter la valeur de ce qu'ils vendent. Précisément. Mais le fait qu'ils détiennent autant de dettes, ça leur donne quand même un certain levier potentiellement en cas de tension géopolitique forte. Et puis, il y a aussi l'impact des politiques commerciales, les tarifs douaniers par exemple. Ça peut influencer leur envie ou leur capacité à continuer d'acheter de la dette américaine. Tout ça nous ramène à la nécessité de faire des choix budgétaires difficiles, on dirait. Mais les sources insistent beaucoup sur un autre problème, la polarisation politique aux États-Unis. Oui, et c'est peut-être là le cœur du problème en fait. L'amiral Mullen, d'ailleurs, celui qui parlait de la dette comme menace numéro un, il dit maintenant que la plus grande menace, c'est la division politique elle-même, parce qu'elle empêche de s'attaquer à ces problèmes structurels comme la dette. C'est exactement ça. Les solutions techniques, plus ou moins, on les connaît. Il faut soit augmenter les recettes, soit baisser les dépenses, soit une combinaison des deux. Mais la volonté politique de faire ces choix, qui implique forcément des compromis, des efforts partagés, eh bien, elle semble très difficile à trouver dans le climat actuel. Les deux parties ont tendance à préférer ce qui est plus facile à court terme, baisser les impôts ou augmenter les dépenses, selon leur camp. Bon, alors si on essaye de résumer un peu ce qui ressort de toutes ces analyses, le message semble assez clair et plutôt unanime, non? La trajectoire actuelle de la dette américaine est jugée insoutenable par beaucoup d'experts, Oui, le constat est largement partagé. avec des risques potentiels qui sont quand même majeurs hein, pour les marchés financiers, pour la croissance économique, pour la cohésion sociale avec cette histoire intergénérationnelle, et même pour la position des États-Unis dans le monde. Les avertissements sont là, comparant parfois la situation à une bombe à retardement. C'est ça. Et peut-être que la question la plus fondamentale qui émerge de tout ça, ce n'est même pas tant de savoir quand exactement un point de rupture pourrait arriver, même si c'est important, mais c'est plutôt de se demander comment. Comment une société qui est aussi profondément divisée peut réussir à rassembler la volonté politique nécessaire pour affronter un défi de cette ampleur. Surtout quand on sait que les remèdes, quels qu'ils soient, demanderont forcément des sacrifices, et des sacrifices qui devront être partagés. C'est une vraie interrogation qui, je pense, mérite qu'on continue d'y réfléchir bien après notre discussion d'aujourd'hui.